Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cet autre rendez-vous d'information sur Spectrum Télévision au sommaire de ce 20h. La reconstruction des régions du nord-ouest et du sud-ouest reste un sujet préoccupant au Cameroun. Comment le déploiement se fait-il sur le terrain afin de développer ces deux régions en proie aux attaques sécessionnistes? Une campagne de sensibilisation à l'intention des populations locales est en cours au moment où les villes mortes de 3 jours sont déclarées par les sécessionnistes. 3 projets de loi sur la table des élus de la nation. Il s'agit de la loi sur le commerce illicite du tabac, celui visant à protéger les gorilles, et le projet de loi relatif au développement de la femme camerounaise. Quid des mesures barrières? Les Camerounais y adhèrent de moins en moins. Qu'est-ce qui peut expliquer cela? Élément de réponse dans ce 20h. Une fois de plus, bonsoir, mesdames, messieurs. Nous vous le disions en titre, au Parlement ce jour, 3 projets de loi sur la table des élus du peuple. Il s'agit du projet de loi sur le commerce illicite du tabac, celui visant à protéger les gorilles, et le projet de loi relatif au développement de la femme camerounaise. On fait le point dans ce reportage d'Olivier Bouzike. Projet de loi ayant ouvert les discussions générales de ce jour à la Chambre basse du Parlement est celui autorisant le président de la République à ratifier le protocole pour l'élimination du commerce illicite des produits du tabac. Les préoccupations des députés adressées au ministre du Commerce étaient relatives non seulement à la facilité d'accès des produits du tabac au Cameroun, mais aussi à la contribution de cette filière dans le PIB. Vous avez vu, la part de la production nationale est faible, 14%. Donc c'est un commerce transnational. Il faut donc aborder cette question, d'ailleurs pour lui donner plus de poids. Le gouvernement camerounais a vraiment fait toutes les diligences nécessaires, non simplement pour transposer l'ensemble des textes supranationaux en droit national, mais également, je dois le dire, à un rythme plutôt accéléré. Les parlementaires se sont ensuite penchés sur le projet de loi autorisant le président de la République à procéder à l'adhésion du Cameroun à l'accord sur la conservation des gorilles et leur habitat, adopté le 26 octobre 2007 à Paris. Pour les parlementaires, de nombreuses défaillances sont observées dans la gestion de la faune camerounaise. Il y a donc là un conflit qui, nous voulons l'espérer, ne sera pas permanent si les mesures sont prises dans un camp comme dans un autre. Au niveau des hommes, une meilleure répartition des aires occupées par les hommes, un meilleur aménagement de l'occupation des sols, mais aux côtés des animaux, qu'ils puissent trouver sur place, en dépit des saisons, de l'eau, des fourrages et de la nourriture. Sur le projet de loi relatif à la ratification du statut de l'Organisation pour le développement de la femme dans les États membres de l'OCI, les élus de la nation se sont interrogés quant à la plus-value de ce nouvel instrument juridique pour le développement de la femme au Cameroun. Les explications du gouvernement ont convaincu à ce niveau-là, pour faire comprendre que ratifier une convention qui est régie par une organisation d'obédience religieuse ne met pas en difficulté le caractère laïque de l'État. Les 3 projets de loi ont été adoptés et seront transmis à la Chambre haute du Parlement. La question du gré à gré continue de susciter de vives émotions. Il faut noter que dans la sphère politique, on ne se garde pas de donner son point de vue. Invité de l'émission Face à l'actualité sur Spectrum Télévision ce dimanche, la présidente du CPP a donné son point de vue. Je vous invite à ce propos à suivre la réaction de Edith Kawala. Je dois dire qu'à notre niveau, nous n'avons aucun élément qui nous permet de croire qu'il y aura une modification de la Constitution. Nous avons eu au Cameroun plusieurs modifications de la Constitution. Ces modifications de la Constitution se sont toujours précédées par une démarche par le parti-État. Le RDPC a une certaine manière de fonctionner, donc généralement quand il veut faire quelque chose de controversé, qu'il pense que ça va être un peu difficile, il déploie son armada
communicationnel. Donc on aurait eu des communicateurs sur vos plateaux qui commencent déjà à essayer de nous habituer à une idée pareille. Ensuite, on aurait eu les motions de soutien, n'est-ce pas? C'est comme ça qu'il y a une démarche bien précise. Cette démarche, on ne l'a pas vue. Quand bien même ça se ferait, la question que nous devons débattre, ce n'est pas si le RDPC veut modifier la Constitution ou pas, s'il veut faire du gré à gré ou pas. La question, il y a une seule question. Qu'allons-nous faire? Voilà le défi pour l'opposition camerounaise. On est dans une dictature. Donc, ils modifient la Constitution quand ils veulent. Donc, faire beaucoup de discussions, de débats sur est-ce qu'ils veulent, est-ce qu'ils peuvent... Non, ce n'est pas ça l'enjeu. L'enjeu, c'est comment nous nous préparons pour stopper ça. Comment est-ce que l'enjeu est effectivement d'avoir une alternance, qu'on arrive à ce moment clé au Cameroun et que ce ne soit pas le peuple camerounais qui choisit les prochains dirigeants du Cameroun. Donc, au niveau du CPP, nous disons, notre travail est celui d'être avec la population, de former les gens à l'action non violente, de préparer les Camerounais, de saisir toutes les opportunités. Le coordonnateur du plan de reconstruction et de développement des régions du Nord-Est et du Sud-Ouest, Paul Tasson, sur le terrain et plus précisément dans la région du Nord-Ouest à Bamenda. Il y est donc depuis quelques heures seulement. Il intervient dans un contexte marqué donc par une insécurité, un diktat des sécessionnistes qui impose aux populations du Nord-Ouest et du Sud-Ouest des opérations de ville morte sur 3 jours. On va rappeler que sa présence sur ce terrain consiste à amener les populations à adhérer à cette opération. Reportage. Une campagne de sensibilisation, c'est la première action du coordonnateur du plan présidentiel de reconstruction et de développement des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. C'est ce 22 juin à Bamenda que Paul Tasson et ses collaborateurs ont décidé d'aller à la rencontre des populations locales. Une activité qui se fait dans un contexte de ville morte de 3 jours déclaré par les sécessionnistes. Autre élément qui doit être pris en compte, les multiples opérations des forces de défense et de sécurité qui se sont soldées récemment par l'arrestation de près de 25 sécessionnistes et la destruction de leurs camps dans les zones de Bali, Batibo, Widikoum, Boka, Mentsua dans la région du Nord-Ouest. Reconstruire les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest en crise depuis 2016, c'est l'une des résolutions fortes du Grand Dialogue national d'octobre 2019. 3 pistes d'action ont été données dans le décret présidentiel nommant les responsables de ce plan, à savoir la réhabilitation et l'aménagement des infrastructures de base, la promotion de la cohésion sociale et la revitalisation économique des 2 régions. Concrètement, on parle de la réhabilitation de 350 écoles, 115 centres de santé, 600 km de routes rurales, 45 marchés, 400 points d'eau, 1200 habitations et la reconstitution d'un ensemble de documents personnels perdus. Pour sa mise en œuvre, le gouvernement et ses partenaires ont convenu de la mobilisation de près de 90 milliards de francs CFA. Dédié de Paul Tasson, cette reconstruction commencera par les villages déjà pacifiés. Ce 22 juin 2020 s'est tenu à Yaoundé le conseil d'administration de la Société nationale de transport de l'électricité. Parmi les 9 points inscrits à l'ordre du jour, les activités de la société depuis le dernier conseil d'administration. Le compte rendu des travaux est présidé par le ministre de l'Eau et de l'Énergie. C'est dans ce reportage de Mireille Siabdi. C'est le 1er janvier 2019 que la Société nationale de transport de l'électricité a officiellement lancé ses activités sur le dit réseau. Au bout de 12 mois, voici le bilan que fait l'équipe dirigeante. À l'état actuel, je crois que le bilan est bon. La Sonatrach a transporté toutes les énergies disponibles l'année dernière et le bilan énergétique montre qu'il est conforme à ce que nous avons prévu dans le budget de 2019. Ça veut dire que la Sonatrach est une entreprise fiable et qui peut aller de l'avant dans l'avenir
sans même peut-être plus nécessiter les subventions de l'État au cas où ces factures sont effectivement payées. Pour rappel, dans son rapport 2019 sur les entreprises et établissements publics au Cameroun au 31 décembre 2018, la Commission technique de réhabilitation des entreprises du secteur public et parapublic a révélé que la Société nationale de transport de l'électricité, Sonatrel, courait un risque financier. À cet effet, un prêt a été destiné à financer l'opérationnalisation de la Sonatrel et les investissements prioritaires pour moderniser et étendre le réseau public de transport de l'électricité à l'origine de nombreuses coupures d'électricité. Voilà qui indique que les défis de cette structure restent bien nombreux. Il faut remplacer les équipements, les lignes de transport, les postes de transformation, n'est-ce pas, les transformateurs de puissance. C'est ce que nous avons déjà commencé à faire en une année d'exercice. Vous savez que nous avons commandé 6 transformateurs de puissance de 50 MVA et 60 MVA. Les 3 premiers de 50 MVA sont déjà arrivés au Cameroun. Ils sont installés et mis en service à Limbe, au poste de Maïtou, dans le sud-ouest, à Kondengi, ici à Yaoundé, au poste de Kondengi, et puis au poste de Ahala, des transformateurs de 50 MVA. Mais nous attendons dans les tout prochains jours ou les prochaines semaines 3 autres transformateurs de puissance de 60 MVA cette fois-là que nous allons installer à Douala au poste de Lokbaba. Reste plus qu'à attendre les résultats sur le terrain, tant on sait qu'il n'est pas aisé pour les populations d'être régulièrement plongées dans l'obscurité durant de nombreux jours avec des délestages devenus légion au Cameroun. 1 milliard de francs CFA pour soutenir les statistiques agricoles au Cameroun. Il s'agit entre autres de la mise à disposition des données fiables et pertinentes et suffisamment désagrégées pour des besoins de choix stratégiques. Voilà qui a conduit à la signature ce jour d'une convention sur le recensement général de l'agriculture, de l'élevage et le programme de l'entrepreneuriat agropastoral des jeunes. C'était en présence du ministre de l'Agriculture et du Développement local, rural. Reportage. La signature ce 22 juin 2020 de la convention entre le recensement général de l'agriculture et de l'élevage et le programme de promotion de l'entrepreneuriat agropastoral des jeunes d'un montant total d'1 milliard de francs CFA à exécuter sur 2 ans, dont environ 350 millions pour l'année 2020, est permise par la signature en décembre 2019 de l'amendement de l'accord de financement du PA Jeunes et la mobilisation des ressources dédiées à mars 2020. Le recensement général de l'agriculture et de l'élevage nécessite beaucoup de ressources humaines, beaucoup de ressources matérielles, mais surtout des ressources financières. Donc cet appui du FIDA à travers le PA Jeunes nous permettra d'atteindre notre objectif parce qu'il faut des informations statistiques structurelles, fiables et désagrégées par région, par département, par arrondissement et même par village. Cette convention permettra au PA Jeunes de collecter des données de type ménage du module de base du REGAE et de fournir des informations statistiques structurelles fiables, pertinentes et suffisamment désagrégées sur les exploitations agropastorales et leur environnement dans les 4 régions d'intervention du programme. En ce qui concerne l'exercice 2020, un plan d'action a été, n'est-ce pas, réalisé à partir de toutes les activités que devait mener le REGAE. Alors nous avons identifié un certain nombre d'activités conjointement avec le REGAE qui sera financé en 2020 à hauteur de 300 millions de francs CFA. À la fin de l'année, nous allons élaborer notre plan d'action pour l'exercice 2021. Félicitant l'appui du Fonds international de développement agricole, le ministre de l'Agriculture et du Développement rural a appelé les différents bénéficiaires à plus de professionnalisme et d'engagement diligent. Je demande donc au coordonnateur national de REGAE et à celui du PA Jeunes de travailler en parfaite synergie pour l'atteinte des objectifs escomptés. 37 ans de coopération partenariale entre le FIDA et le Cameroun, aujourd'hui renforcés pour relever les défis de la mise à jour des statistiques dans le secteur agropastoral et halieutique dans le pays et pour lesquels les données du dernier recensement général de l'agriculture et de l'élevage datent de 1984.
Intégrer le volet respect des droits de l'homme dans la communication sur la prévention et la réponse au Covid-19, c'est l'objet d'un séminaire ou tout au moins d'un atelier de sensibilisation de 2 jours des professionnels des médias des régions du centre, sud-ouest et littoral. Organisé par le ministère de la Communication et au commissariat des Nations Unies pour les droits de l'homme, ce séminaire a été officiellement ouvert ce jour à Douala, capitale économique du Cameroun. Le même exercice se fera très prochainement à Gaoundéré et à Boya. Je vous propose d'écouter tour à tour Fonyo Kevin Timothy de l'UNICEF et Sandrine Gaudi, déléguée régionale de la communication pour le littoral. Les droits de l'homme sont au centre de la lutte contre le Covid-19. Parce qu'il s'agit des infrastructures sanitaires, qu'il s'agit des personnels de soins, qu'il s'agit même des professionnels des médias, qu'il s'agit de l'accès à l'information. Il faut effectivement que tous ces sites soient réunis pour permettre à ce que les gens puissent avoir l'information adéquate pour savoir où accéder les soins, comment accéder les soins, est-ce que les soins sont abordables, est-ce que les soins sont accessibles, est-ce que ces soins sont disponibles et comment et où. On a constaté qu'il y a beaucoup de fausses informations ici dehors. Concernant par exemple les traitements, concernant les protocoles qui ne sont pas adaptés, ainsi de suite, et qui met en mal et en danger la vie des citoyens. Donc il faut effectivement que les professionnels de médias aussi soient eux aussi au centre de la riposte. Au cours de ce séminaire, il est question pour l'ONU d'outiller les journalistes dans l'aspect juridique, dans le respect des droits de l'homme. Nous avons constaté que les victimes du Covid et de leurs proches sont stigmatisées et discriminées. Donc il est temps que les populations, au-delà de l'aspect négatif, comprennent que la maladie se soigne. Et nous, en tant que communicateurs, et vous en tant qu'hommes de médias, vous devez leur montrer que le coronavirus est une maladie qui peut toucher tout le monde, qui peut toucher les couches vulnérables. Nous devons aussi également respecter la vie privée de ces malades. Les mesures et barrières édictées par le gouvernement sont de moins en moins respectées par les Camerounais dans la capitale économique. Le constat a été fait ce jour par notre reporter Inès Pangan au lieu-dit marché nu d'Edo. En cause, l'assouplissement de ces mesures et leur non suivi par la police. Inès Pangan. Marché nu d'Edo à Douala, en cette matinée du 22 juin 2020, en pleine pandémie de la Covid-19. Les masques ont disparu des visages des commerçants et des clients de cet espace marchand du premier arrondissement de Douala depuis que la police a cessé de contrôler le respect de cette mesure barrière, pourtant obligatoire au Cameroun. Oui, on achetait beaucoup parce qu'il y avait la police qui contrôlait. Et puis les gens avaient peur, beaucoup plus de la police que de la maladie. Maintenant qu'on a tout relâché, la police ne surveille plus, les gens n'achètent plus. Le masque, si je vendais à 300, même 500, mais aujourd'hui, si c'est pas à 100 francs, on ne paye pas. Certains, pour expliquer cette désinvolture, pensent à l'assouplissement des mesures barrières par le gouvernement. Il faut comprendre qu'il n'y a plus le corona, que la maladie est finie. Je dis que mais comment ça la maladie est finie? Je dis que mais, dès lors déjà que les enfants partent à l'école, tout est ouvert. Les gens, donc, ça veut dire qu'il n'y a plus la maladie. Donc ce qui fait que, selon ce que les gens me disent, donc on a trouvé que même le gouvernement il y a négligé, c'est un peu il y a des négligés. Révélation de commerçantes, le non-respect des mesures barrières par ce corps d'activité dans ce marché n'est pas un déni de l'existence de la Covid-19 au Cameroun. De manière individuelle, des astuces de prévention de la pathologie sont appliquées. La première bouteille vient de finir. Oui. La deuxième bouteille, il m'avait cherché. On boit maintenant. Dans le feu, nous sommes armés maintenant. L'OMS ne nous connaît même pas bien. Donc, Corona ne passe pas chez toi? Non, ça va passer où? Marché nu d'Edo, un exemple qui décrit bien les réalités de plusieurs espaces marchands du Cameroun. Au fur et à mesure que le temps passe, les attitudes des uns et des autres témoignent malheureusement de la non-existence de cette pathologie, et pourtant.
Le même exercice a été fait à Yaoundé, capitale politique, par notre reporter Olivier Bouzigueux. Comment se portent les mesures barrières édictées par le gouvernement et l'Organisation mondiale de la santé? Suivons plutôt ce reportage. Vous savez, nous sommes en Afrique. Il faut toujours marcher avec la chicotte derrière les gens pour que les gens essaient de respecter ces affaires-là. Mais sinon, les gens pensent peut-être que c'est du faux parce que moi, plus particulièrement, de toutes les personnes que moi je connais, que ce soit dans ma famille, les amis, moi je n'ai pas encore entendu que quelqu'un était atteint du coronavirus. Alors vous voyez, c'est un peu ça qui fait en sorte que les gens ne croient pas à cette histoire. C'est vrai qu'il y a des malades là, on entend, on voit comment les ambulances passent, mais personne n'est sûr. J'ai peur. J'ai le problème même. Je n'arrive même pas à sortir. Et je suis là seulement pour faire l'effort. C'est comme ça ici. J'ai peur du coronavirus, c'est pour cela que je ne peux jamais rester sans toutefois mettre mon masque. Et automatiquement, je dois utiliser les gels hydro et machin. Pour pouvoir, en dehors de ça, je vais aussi utiliser le savon. Donc le lavage des membres chez moi est fréquent. On garde les écarts d'un mètre et nous avons toujours les masques que j'ai au cou là. Que je porte au cou là. Et nous respectons les règles qu'on nous donne. C'est pour notre propre bien, notre bien. On ne peut que suivre les indications et les prescriptions que la loi nous autorise à supporter. À la maison, on fait tout ce que le gouvernement nous demande, à compter déjà de laver les mains. En rentrant de la maison, avant d'entrer chez soi, on se lave les mains. Son masque, on l'accroche ou on le lave, on le sèche. Et la solution, ce n'est que pour porter les cache-nez à chaque moment. Parce que si on ne porte pas les cache-nez, on ne voit pas les remèdes qui vont sauver la population. Donc ce n'est que le cache-nez. Ça tue. Mais comme ça ne nous a pas encore arrivé par la grâce de Dieu, ça nous a pas... Chômage technique à Camerco, la note du directeur général a pris effet ce 22 juin 2023 mois. C'est le temps que devra durer cette décision en respect de l'article 32 du Code du travail. Nos reporters étaient à la direction de Yaoundé. Voici leur reportage. Nous voici à la Camerco, direction de Yaoundé. L'atmosphère est morose, la clientèle se fait rare et le personnel se compte à peine sur les doigts. L'on comprend tout de suite que la note du directeur général Georges Dipendi Koto portant mise en chômage technique du personnel non essentiel pour une durée de 3 mois respectant l'article 32 alinéa 4 du Code du travail a réellement pris effet ce lundi 22 juin 2020 aussi bien sur l'ensemble du triangle national qu'à l'étranger. Le personnel navigant, c'est-à-dire les hôtesses et les pilotes, rentrent dans la catégorie la plus touchée par la note de la direction générale. Les vols des avions tels que le DIA ou le Q40 n'étant pas d'actualité pour le moment. Pour ceux des employés qui ont échappé à la mise en congé technique, l'on rassure qu'il n'y a pas de surcharge de travail. Pas de surprise dans tous les cas, sachant que la compagnie aérienne s'active au ralenti et l'arrivée de la pandémie à coronavirus est juste venue la crucifier en zone de turbulence déjà étranglée par de très lourdes difficultés financières, dont la dette salariale qui est aujourd'hui l'une des principales raisons pour lesquelles une partie du personnel de la Cameroun Airlines Corporation est sans emploi. Pour le top management, cette décision permettra de limiter la croissance de la dette salariale, de réduire également les risques de la contagion du personnel et de la maîtrise des charges de fonctionnement au cours de la présente phase de gestion de la sortie de crise précédée par une première qui a consisté en la mise en œuvre du télétravail et une deuxième qui a mis en congé quelques employés qui ont récemment retrouvé leur poste de travail. Rappelons que la note d'information de la Camerco tente de rassurer que les prochains mois seront consacrés à la poursuite des actions indispensables à sauvegarder la compagnie afin de garantir une reprise harmonieuse des vols dans de meilleures conditions d'exploitation et de sécurité qui tiennent compte du contexte sanitaire actuel qui a entraîné une conjoncture économique défavorable de l'entreprise aérienne.
Accident de la circulation ce jour à Yaoundé sur le carreau, un conducteur de moto de taxi qui n'a pu échapper à la mort à la suite d'une collision avec un camion et les populations de décrier le non-respect du code de la route par les conducteurs d'engins. Olivier Bouzike. Un lundi sombre pour les conducteurs de moto-taxi du lieu-dit Gagage à Yaoundé. Leur collègue, le dénommé Corbeau, a tragiquement perdu la vie suite à une collision contre ce camion. Le camion roulait tout le milieu de la route. Subitement, alors donc, lui, il voulait serrer comme les vieilles voitures qui sont garées là. C'est ça que le camion a coincé au niveau de la vieille voiture qui est garée, qui a alors donc traîné. Le guidon de la moto a entré en bas des roues, le camion a traîné jusqu'à lui coller sur la vieille voiture et écraser sa tête. Il était seul sur sa moto. Selon la population, ce n'est pas le premier accident survenu ici, causé par le même camion. On connaît le camion en question. Le camion a fait des dégâts ici plusieurs fois. L'autre jour, il allait écraser un taxi devant moi. Le militaire m'a allé le gifler le jour là. Mais aujourd'hui là, c'est le même camion qui fait la mort à notre fin. Bon, il peut y avoir dans les 38 ou 40. C'est un ancien collègue, un père de famille. Les forces de l'ordre sont descendues sur le lieu du drame afin de faire le constat et interpeller le chauffeur du camion. Sur place, les collègues de la victime ont organisé une première levée de fonds pour soutenir la famille éprouvée. C'est ce que nous sommes en train de faire. C'est pour aller l'enterrer. Payer le cercueil. Bon, s'il y a un reste, on peut calmer sa famille. Même mes collègues, même les chauffeurs de voitures, tout le monde doit être prudent en route. N'est que tout. Prudent. N'importe comment, tout le monde doit être prudent. Même s'ils conduisent bien. Il y a des mauvais chauffeurs qui conduisent mal, tu peux les suivre. La dépouille a été transportée à l'hôpital Jameau. À présent, le round-up de l'actualité africaine avec nos partenaires de la Voix de l'Amérique. Le chef du commando djihadiste qui a mené une attaque meurtrière contre l'armée à Kafolo, dans le nord de la Côte d'Ivoire, a été capturé, a affirmé lundi le ministre ivoirien de la Défense, Ahmed Bakayoko. L'attaque avait fait une dizaine de morts et 6 blessés parmi les militaires ivoiriens, selon l'armée. Les juges n'ont pas rendu une décision motivée en bonne et due forme et ont commis des erreurs de droit et de procédure en acquittant en 2019 l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo a estimé lundi l'accusation devant la Cour pénale internationale. La CPI tient jusqu'à mercredi des audiences pour examiner la demande d'un procès en appel formulé par sa procureure à la suite des acquittements surprises de Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé prononcés en janvier 2019. Des heurts ont repris lundi entre forces de l'ordre et manifestants à Tataouine, dans le sud de la Tunisie, en proie depuis un mois à des troubles sociaux sur fond de chômage et de marginalisation de cette région. La police a procédé à d'intenses tirs de gaz lacrymogène pour disperser dans la matinée des centaines de manifestants dans le centre de cette ville, 500 km au sud de Tunis. De violents affrontements entre groupes rivaux de trafiquants ont fait une dizaine de morts en fin de semaine dernière dans le nord du Niger, proche de la Libye et l'Algérie, plaque tournante de trafic de drogue, d'armes et de migrants, a indiqué à l'AFP un élu de la région d'Agadez, dans le nord désertique du Niger, frontalier de la Libye, l'Algérie et le Mali. Fin de ce 20h. Prochain rendez-vous de chez l'actualité en temps réel sur Spectrum Télévision. Ce sera dès 8h et puis je vous reviendrai à 20h pour d'autres informations fraîches. Restez fidèles, mesdames et messieurs. Bonsoir à tous et à toutes. Le chef du commando djihadiste qui a mené